Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire qui a pour thème hypnose. De quoi parle-t-on? Effectivement, nous avons trouvé intéressant de pouvoir aborder cette question. Évidemment, ce webinaire est organisé, je le rappelle, par l'Institut Mimetis et bien sûr. Et aussi, comme vous pouvez le voir, il est organisé ce soir dans un cadre qui est un petit peu différent et à la fois exceptionnel. J'espère qu'il vous plaira. Ce webinaire, comme tous les autres, vous pourrez le retrouver dans pas très très longtemps en replay, tout comme les formations dispensées à l'Institut sur le site de l'Institut Mimetis, www.mimetis.com, ainsi que les informations, je l'annonce, de notre futur congrès, qui sera notre 6e congrès, et qui aura lieu du 29 au 31 mai 2025, au Sable d'Olonne, et qui aura pour thème de la transe psychotraumatique à la transe thérapeutique, la puissance du lien. Voilà, donc ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir 2 experts et plein d'expertise, et on va le voir ce soir, sur la thématique que nous allons aborder. Je démarrais avec le docteur Julien Bedbez, le présenter. Julien est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, il est formateur en narrative, en thérapie brève, en hypnose. Il est rédacteur en chef, bien évidemment, de la revue Hypnose et Thérapie brève. Et puis nous avons le plaisir aussi d'accueillir le docteur Éric Bardot. Je le rappelle, Éric est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, formateur, directeur de l'Institut Mimetis, et il est le développeur et le concepteur de la thérapie du lien et des mondes relationnels, qui est une thérapie dispensée à l'Institut, auquel nous formons de nombreux stagiaires. Donc, la première question, et puis je vais m'adresser à Éric, si tu veux bien, pour démarrer. Je vais m'adresser à Éric. La première question qui me vient, Éric, c'est, on a fait le choix d'aborder cette thématique, hypnose, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui nous amène à nous réunir autour de cette thématique ce soir? Est-ce que, pour démarrer, nous présenter ta manière de penser, ta manière de voir les choses autour de cette thématique, en introduction? Merci Stéphane. Pour commencer et introduire ce sujet, je commencerai par le silence. Un silence mutique. Un silence mutique abyssal. Ce silence auquel vous êtes confronté quand, dans le monde où vous allez arriver, l'environnement humain dans lequel vous allez vous développer, ce que vous observez de la manière dont ce monde et les personnes de ce monde agissent, entre en dissonance avec ce que vous vivez en vous. Et cette dissonance, pendant longtemps, elle va vous amener dans une expérience de transe naturelle qui va vous servir de refuge face aux effets de ce monde étrange qui se comporte d'une manière telle qu'entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, en retour, se créent chez vous des effets de dissonance. Et de ce monde étrange va venir vite le sentiment d'être étranger à ce monde. Et qu'alors, ce sentiment d'être étranger à ce monde va vous amener dans des expériences naturelles de transe
qu'on va appeler dissociative, et qui, en fait, va être votre manière de conserver votre intégrité et votre espace de liberté. Jusqu'à ce que il soit possible de comprendre et que vous compreniez à un moment ou à un autre que plutôt que de lutter contre les effets de dissonance, c'est en entrant dans ces effets de dissonance qu'à ce moment-là, des réponses hautes vont pouvoir émerger. Des réponses de liberté. Et si je reviens sur ma propre expérience de vie qui m'a amené à devenir psychiatre, je me dis que ce silence mutique a amené chez moi quelque chose d'étrange. Je vois aujourd'hui les gens, et dans l'espace public, se nommer experts en hypnose. Comme je vois dans l'espace public des gens se nommer experts en traumatisme. Et ce qui est étrange, c'est qu'alors que ces traumatismes et hypnose ou transe hypnotique m'ont amené vers la psychiatrie, la psychothérapie, et depuis des années à m'intéresser au psychotraumatisme et développer tout ce que j'ai développé, à aucun moment dans cette histoire-là est venue chez moi la prétention de me nommer expert en hypnose ou expert en psychotraumatisme. Et le jour où j'ai franchi en 1991 la porte de l'Institut Milton Erickson de Paris pour faire la formation chez Jean Gaudin, ce qui a été extraordinaire dans mon expérience, ça a été justement de vivre en commun avec l'enseignement de Jean Gaudin cette expérience de liberté. Et si c'est aussi important, c'est que c'est cette expérience partagée de la rencontre de l'hypnose avec Jean Gaudin qui nous a réunis depuis plus de 30 ans, 35 ans, Julien et moi, et qui fait que tous les échanges que nous avons pu avoir nous amènent aujourd'hui à vous proposer ce sujet qui nous semble aussi essentiel, vu pour nous la confusion qui existe autour et de l'hypnose et du psychotraumatisme et tout ce qui peut être dit à ce sujet aujourd'hui dans l'espace public. Après ces propos d'Éric, Julien, j'ose imaginer, te connaissant, que ça active chez toi tout un tas d'expériences et certainement de partage. Ouais, merci Éric pour cette introduction qui est très claire et qui pose bien les enjeux. Alors je dirais que dans mon expérience en lien avec l'hypnose, évidemment Jean Gaudin, dont tu viens de parler, a joué un rôle majeur sur ce lien entre l'hypnose et la liberté. C'est ce qu'il enseignait, c'était au fond de son enseignement. Oui. Et évidemment, cette perception qu'avait Jean Gaudin vient de Milton Erickson. Et Milton Erickson aussi fait ce lien entre l'hypnose et la liberté. Or, dans notre culture, la difficulté, c'est que l'hypnose est pensée la plupart du temps comme contraire à la liberté. Okay. Et donc, qu'est-ce que c'est l'hypnose? Quel est ce paradoxe entre une expérience humaine que tu viens extrêmement bien de décrire, avec ce processus dissociatif qui a permis de préserver cette dimension de créativité du sujet, de la personne qu'il est, de son humanité et de sa liberté, et une vision qui domine en disant non, l'hypnose c'est un pouvoir, c'est quelque chose qui est du côté de la mainmise sur l'autre, et ça régulièrement ça revient, et encore récemment à propos d'une affaire où il y a eu des plaintes par rapport à quelqu'un qui a eu des comportements transgressifs avec de l'hypnose. Il y a énormément d'articles sur l'hypnose quand même, c'est quelque chose de dangereux puisque ça s'attaque à la liberté. Or, ce que tu viens de mettre en évidence, c'est qu'une des racines de la liberté, c'est la transe. C'est que la transe qui nous permet de faire cette expérience de la liberté, même quand il y a la dissonance. Et cette dissonance, évidemment, dans les mondes dans lesquels nous vivons, est extrêmement fréquente. Donc ça, c'est le premier point, c'est ce paradoxe de l'hypnose, et c'est de réfléchir quel est le lien
si tu veux, entre la liberté et l'hypnose. Et pour quelqu'un qui a de la pratique de l'hypnose, c'est quelque chose qui est avéré, hein, qu'il y a ce lien entre les deux. Et l'autre point, c'est la confusion qu'on disait tout à l'heure, c'est la confusion entre l'hypnose et la suggestion. C'est-à-dire cette suggestion qui peut être un moyen de suggérer quelque chose à l'autre et pour prendre le pouvoir sur l'autre, c'est-à-dire de le manipuler, de fasciner l'autre et ensuite de le manipuler. Et j'aimerais qu'on ait un peu une conversation sur ce sujet-là pour essayer de clarifier le lien entre hypnose et suggestion, mais aussi entre hypnose et liberté. Si vous m'autorisez, justement, puisque vous avez abordé la question tous les deux, hein, en préliminaire, de la question de la liberté, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est-à-dire quand vous faites le lien entre hypnose et liberté, moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est à travers l'expérience de l'hypnose, cette liberté, de quelle manière elle s'exprime, en fait? Ou quand on dit liberté, est-ce que c'est possible de préciser un petit peu, c'est-à-dire de quoi vous parlez quand vous parlez de liberté dans l'expérience de l'hypnose? Dans mon expérience, l'expérience de liberté, c'est l'expérience de pouvoir être en lien avec son intégrité, être en lien avec la personne que je suis à l'intérieur de moi. Or, cette personne que je suis ne peut s'exprimer que dans l'interaction entre, d'un côté, ma propre singularité, de l'autre, en conjonction, mon appartenance à un groupe intime qui permet, en retour, de valider mon intégrité et des expériences partagées. Et le troisième point, car nous sommes des êtres de sens, c'est la question du sens. Et que, de mon point de vue, les mots que l'on va mettre sur l'expérience, la forme langagière que l'on va mettre sur l'expérience, en retour, n'a pas une vérité en soi autre que de faire sens. Et un sens qui va pouvoir être partagé. Tu dis quelque chose de très, pour moi, de fondamental, c'est la question du sens et la question du partage. Oui. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas dans le vide. Non. C'est pas une autodétermination dans le vide. C'est part d'une expérience de partage où il y a quelque chose en termes d'intentionnalité qui est partagé et dans lequel, à ce moment-là, la vie va émerger. Et cette liberté, elle est dans la relation humaine. Oui. Elle n'est pas en dehors des relations humaines. Et donc, lorsque je suis dans un processus de transe, quand la dissonance est là, en vrai, dans ce processus-là, je suis en contact avec ce qu'il y a eu de vivant dans les relations humaines qui me permet de rester connecté avec la vie comme potentiellement faisant du sens et donc de pouvoir par la suite me réassocier. Sinon, on resterait bloqué. On ne pourrait pas, entre guillemets, revenir pour pouvoir faire des expériences et construire des expériences dans le monde à partir de cette expérience de partage. Donc, si j'insistais sur quelque chose, c'est de penser la liberté dans la relation et non pas de la liberté contre la relation ou sans la relation, qui est la manière dominante de vivre sa liberté, ou ce qu'on appelle la liberté, qui est souvent justement une grande souffrance dans le monde dans lequel nous vivons, parce qu'il n'y a pas de sens. C'est ce qu'on appelle le nihilisme aujourd'hui. Ça, quand je t'entends, Julien, ça m'évoque le témoignage de Victor, le valet de Puységur, oui, avec lequel Puységur a fait de nombreuses expériences de transe profonde. oui. Et un jour, Puységur s'aventure à vouloir faire faire à quelque chose à Victor contre son gré. Et à ce moment-là, dans la transe, Victor lui dit « Là, je sais que vous essayez de me manipuler. » Et c'est en sens... Et que c'est pas OK. Et c'est pas OK. Et c'est en ce sens-là que Puységur, le travail de Puységur, en particulier avec Victor, est vraiment à l'origine des psychothérapies modernes, dans ce qu'elles ont au sens, où elles ont du sens. Oui. Et ce ne soit pas des logiques de discipline ou de manipulation, mais de permettre à l'autre de pouvoir exister dans la relation. Et si je rebondis, la question
et va être de définir ce que pour nous est l'hypnose. Oui. Et en même temps, je dirais aujourd'hui que la question est plus comment, dans le cadre d'une thérapie, on va utiliser et prendre appui sur les phénomènes hypnotiques pour travailler au niveau des vécus dissociatifs, c'est-à-dire qui coupent la personne entre son expérience et le monde, son expérience et l'autre. Eric, et puis je pense que c'est très en lien avec ce que venait de dire Julien juste avant, il s'agirait de faire la distinction en ce qu'on appelle une approche qui serait purement opératoire, où l'hypnose serait à la fois, je sais pas, l'alpha et l'oméga, quoi, c'est-à-dire, et se suffirait à elle-même en soi d'une hypnose qui, en fait, s'inscrit avant tout d'abord dans une approche relationnelle, c'est ce que j'entends. Pour moi, l'hypnose, c'est une des modalités de la vie. Donc la transe, c'est une des modalités de la vie. Oui. Et on voit bien que n'importe quel processus de créativité ou n'importe quelle œuvre culturelle a des effets parce que ça permet la transe. Si un livre, une lecture ne permet pas la transe, si un bon film ne nous met pas en transe, ce qu'on observe dans les effets de la transe, c'est un objet qui n'a pas de sens. Le sens passe par ce processus de transe et une ouverture qui nous fait percevoir quelque chose de vivant au-delà des objets dans lesquels nous sommes, au-delà des interactions. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se développe. Et pour reprendre ce que venait de dire tout de suite, Eric, c'est qu'on va travailler avec ce qu'on observe au niveau des phénomènes hypnotiques. Mais ils sont là naturellement, ils sont faits, ils ont du sens. Oui. Et donc, c'est comment on va pouvoir s'appuyer sur eux pour voir le sens qu'ils peuvent avoir et ce qu'ils sont en train de nous dire, pour pouvoir revenir dans un monde dans lequel on n'est pas coupé des autres et coupé de ses sensations. Et on peut à ce moment-là ouvrir sa sensorialité et retrouver des initiatives pour construire un monde qui a du sens. Je rebondirai sur ce que tu dis, Julien. Pour moi, la base comment dirais-je, du développement de notre personne passe par le sentiment d'unité. Et mon expérience d'unité. On voit bien comment dans certains vécus traumatiques, c'est justement cette expérience d'unité qui est impossible. Et cette expérience d'unité, la transe naturelle ou l'expérience de modification de la conscience en termes de processus, pas d'état, a d'abord comme objet premier de pouvoir intégrer dans une expérience d'unité de manière très corporelle nos expériences de la vie. Et que c'est après qu'on va mettre des formes langagières dessus qui vont être créatrices de sens, que ce soit des formes langagières ou des formes imagées. Mais la première expérience d'intégration et l'expérience d'unité, elle est d'abord dans une expérience de transe. Si on regarde dans la journée, il y a des moments où on va se déconnecter, où on a besoin de se retourner vers son monde intérieur, et c'est des moments où les liens ils vont se tisser. Et on a besoin de ce moment d'intégrité. C'est ça qui va créer cette expérience de liberté. Et c'est ça que l'on va aller travailler, me semble-t-il, dans la thérapie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout ce qui est les constructions de représentation vont pouvoir, des représentations et particulièrement de représentations mentales, vont pouvoir se mettre à distance, et la personne va pouvoir retrouver ou trouver ou découvrir le lien avec cette expérience d'intégrité et de sens. Si je rebondis, puis je te laisse la parole, Julien, dans ce que j'entends, vous allez me dire ce que vous en pensez, dans ce que j'entends, c'est que c'est comme si on n'avait pas pu s'empêcher, je veux dire, on est fait ainsi peut-être, mais on n'a pas pu s'empêcher de chercher à mettre des mots sur une expérience l'expérience de l'hypnose, je suis pas obligé de mettre des mots, mais qui presque se suffirait elle-même comme expérience, qui se passerait de mots en fait. Presque indicible. Eh bien,
Si on met des mots sur Oui. de ce qu'est l'hypnose, effectivement, l'ennui, c'est qu'on met sur un même mot la technique, l'expérience et le concept d'hypnose. Euh, L'hypnose, c'est vraiment, de mon point de vue, de rejouer cette expérience d'association et de réassociation comme elle se joue dans l'expérience première de la relation mère-nourrisson. Et qui va être dans le lien avec l'autre, où l'autre va être l'expression de la relation au monde dans un premier temps, puis l'expression de la dimension d'appartenance à l'humain, à l'humanité, va pouvoir permettre à la personne de faire l'expérience de la relation de confiance dans le soutien, qui est fondamental pour faire l'expérience d'unité. Le nourrisson fait son expérience d'unité dans la relation à l'autre, dans la relation au corps de sa mère. Tout à fait. Dans cette dimension de soutien de base. De soutien de base. Il y a quelque chose qui tient, il y a un sol. Et les fondations ne sont pas des fondations intellectuelles, sont des fondations, je pourrais dire, physiologiques. Ouais. Et c'est autre chose. D'ailleurs, si je fais venir Hippolyte Bernheim, qui était le neurologue représentant de l'école de Nancy en hypnose, dire pourquoi il a quitté en disant « mais on n'a pas besoin de l'hypnose, on a besoin de la suggestion ». La question posée est la suivante. Est-ce qu'il y a besoin de l'hypnose pour que suggestion, fascination, ou plutôt suggestion, séduction, fascination agissent? Je veux dire, on n'a pas besoin de l'hypnose. Et pour moi, l'hypnose, c'est cette enveloppe qui va développer la contenance, c'est-à-dire cette enveloppe qui va permettre de sentir et de vivre ma singularité dans l'expérience partagée avec l'autre en position d'accueil inconditionnel et de soutien. Et c'est dans cette expérience-là que chacun va faire l'expérience de vie qui va mener à cette expérience de liberté. Ok. Et là, le problème aujourd'hui, c'est que cette notion d'enveloppe qui va permettre la singularité de chacun, et cet accueil inconditionnel que tu décris très très bien, aujourd'hui, qui dit enveloppe, dit processus groupal, dit absence de liberté. Or, s'il n'y a pas cette enveloppe, et s'il n'y a pas cette appartenance à cette enveloppe au départ, la singularité du sujet ne peut jamais émerger. Exact. Et c'est ça la vraie question. Tout à fait. Et dans le monde de Bernheim, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Voilà. Puisqu'on a deux individus séparés dès le début, et dont un va avoir de l'influence sur l'autre, en termes de comportement. Oui. Et c'est très important parce que à partir du moment où je pense à partir de la technique, et que je définis l'hypnose comme une technique encore plus protocolaire, ça veut dire que j'ai la technique et que ma technique doit toujours produire les mêmes effets. Sauf qu'à ce moment-là, ça permet quelque chose de très simple, c'est de jamais questionner la personne, je veux dire, l'hypnothérapeute, on va dire, Oui. ou l'hypnotiseur, Oui. sur l'intention. Évidemment. Et c'est la raison pour laquelle je suis en désaccord avec Bernheim qui a conçu le concept de psychothérapie, parce que la psychothérapie, c'est pas la suggestion. Et c'est surtout pas la suggestion sans hypnose. Et la seule suggestion sans hypnose qui fonctionne, ça s'appelle la persuasion. Et pour que la persuasion fonctionne, ça nécessite que la personne qui subit la persuasion s'approprie les intentions de l'autre. Quand tu es en train de dire ça, Eric, ça m'évoque deux choses. Pardon, Julien, je te laisse la parole ensuite. Ça évoque deux choses. C'est qu'à la fois, l'hypnose, la manière dont l'hypnose peut être utilisée peut aussi bien renforcer des positions identitaires et donc victimaires, tout comme elle peut augmenter, aller vers un degré de liberté supplémentaire qui implique d'intégrer l'autre
évidemment, dans la dimension relationnelle. Selon la compréhension que l'on... Oui, Tu vois, il y a 2 modalités que vient de décrire Eric. Il y a une modalité qui, on pourrait dire, technique, hein, et qui va maintenir pour moi dans des processus identitaires, et la personne va rester seule dans cette histoire-là, et c'est le désespoir qui va s'installer. Et pour que la vie puisse revenir, il faut travailler avec la deuxième modalité qu'a décrit Eric, c'est-à-dire cette dimension d'enveloppe, de singularité, d'accueil inconditionnel, d'expérience humaine fondatrice. Si on ne rejoint pas ce type d'expérience, on reste pris dans les mondes identitaires qui sont évidemment des mondes très mortifères, parce qu'à la fin, il n'y a personne. Il y a simplement des représentations d'identité. Hein. Et nous savons tous les deux, tous les trois d'ailleurs, que quand nous sommes dans cette expérience-là, en lieu et place du désespoir, c'est l'émerveillement qui arrive. C'est ça. oui, alors, et justement, pardon, et si je reviens à ce qui a été dit là, il y a quelques instants, si je reprends tes propos à peu près, Eric, lorsque tu parles c'est-à-dire il faut s'approprier à ce moment-là, ça voudrait dire il s'agit de s'approprier l'intention de l'autre. Ça m'évoque notamment ce qu'on peut retrouver dans la question du traumatisme, où en fait l'intention de l'autre, je veux dire, est injectée, ou je ne sais pas comment dire, projectée, et c'est exactement ce qui se passe, quoi, en fait. Hein. Donc voilà. Et c'est pour ça que c'est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une relation hypnotique qu'une relation d'emprise, sauf qu'on oublie quelque chose. C'est l'intention, et si l'emprise est là, c'est parce que tout simplement la relation d'emprise est déjà présente dans l'intention. Dans l'intention de celui qui cherche à mettre sous emprise, et quand cette personne cherche à mettre sous emprise, il ne s'adresse pas ou elle ne s'adresse pas à n'importe qui. De manière intuitive, cette personne, dans cette position, elle va savoir repérer qui va être suggestible et déjà dans une relation de dépendance qui permet de mettre l'emprise. Et on sait très bien comment Milton Erickson s'est opposé, par exemple, aux échelles de suggestibilité, qui sont en fait des échelles de suggestion et où on va observer comment l'autre répond à la suggestion, comme fait le Mesmer, hypnotiseur de spectacle, qui utilise à répétition des tests de suggestion pour savoir qui est le plus suggestible. Mais on est dans l'évaluation de la suggestibilité. Alors c'est vrai qu'il y a un problème, c'est qu'à partir du moment où dans l'expérience des gens, il y a eu des histoires altérées, un certain nombre de gens avec des vécus traumatiques vont être dans la dépendance et une suggestibilité accrue. Mais mon expérience me montre qu'au fur et à mesure qu'à travers le travail thérapeutique et l'utilisation des phénomènes hypnotiques, ils se reconnectent à leur propre intégrité, eh bien cette forme de suggestibilité, elle est de moins en moins opérante. Ça me paraît très juste. Et c'est là, où ça peut tourner. Oui. Mais on voit bien que là, dans ce que tu décris avec... c'est que, comme je pensais à autre chose, mais qui est en rapport avec ça, c'est que l'enfant souvent qui est harcelé, c'est l'enfant qui est un petit peu dans son coin, etc. Et le harceleur va sentir qu'il va pouvoir exprimer son pouvoir et sa maltraitance dans cette relation avec l'autre, parce qu'il est mal à l'aise par rapport à ça, il va le sentir. Et c'est pareil par rapport à la question de l'abuseur. Il va plutôt aller vers quelqu'un qui va sentir pouvoir manipuler, pas pouvoir... parce que la personne n'est pas tout à fait, entre guillemets, réassociée. Il y a une fragilité qui va sortir. Voilà, c'est-à-dire qu'il va percevoir les effets de dissonance et le scénario de seul au monde. Exactement. Si je comprends bien, c'est-à-dire que et la perception de ces effets de dissonance peuvent, en fonction j'allais dire, de l'intention et des attentes relationnelles qu'on a, peuvent aussi bien basculer vers justement de l'abus, de l'emprise, de la maltraitance, où la perception, là, si on est dans un cadre thérapeutique, la perception de cette dissonance peut justement être un levier thérapeutique. Parce que nous sommes, en tant qu'êtres humains et êtres vivants, dans des processus d'influence réciproque. Et donc la question, c'est avec quelle intention
allons-nous prendre appui sur les processus d'influence réciproque. Et tant que l'intention vient d'un côté et ne construit pas une intention partagée, qui à l'intérieur de une fois que l'intention partagée est en place, bien sûr qu'il va falloir, comment dirais-je moi, se décentrer de l'intention pour que l'action agisse. Mais il n'empêche que c'est la qualité de l'intention partagée, c'est-à-dire le sens, les valeurs qui sont portées, qui va orienter dans une direction ou d'une autre. C'est pas la technique. Ça, c'est hyper important ce que tu dis. Tu dis deux choses pour moi qui sont vraiment fondamentales, qui sont cette notion d'intention partagée et la notion de valeur, car les valeurs n'ont de sens qu'en lien avec une expérience d'intention partagée. Okay. Et le deuxième point qui permet de clarifier un petit peu ce que disait François Roustan en disant que l'hypnose, il n'y avait pas d'intention, c'est dans ce monde d'intention partagée que tu peux te décentrer de l'intention pour passer dans l'action. Et à ce moment-là, tu es totalement dans l'action, hein, et tu es totalement dans l'expérience que tu es en train de faire, tu n'es pas dans la représentation d'expérience. Tu vois déjà là où est la vie et tu y vas spontanément. Ça, c'est deux points pour moi qui sont très importants. J'aimerais qu'on reprenne cette notion d'intention partagée, tu vois, et cette notion, comment percevoir que l'hypnose, la question de l'intentionnalité centrale, et en même temps, on peut écrire, comme l'a fait François Roustan, qu'en hypnose, il n'y a pas d'intention. Il n'y a pas d'intention, tu vois. Mais où ça et à quel moment? Alors, en fait, le premier travail de rencontre va être de la rencontre sur comment construire et donner forme. Donc, comment construire un espace-temps où les intentions vont pouvoir se rencontrer et qu'une forme commune va émerger. Et que cette forme, elle n'est pas sur elle est sur ce vers quoi la séance va aboutir, la séance d'hypnose. Comme dit le proverbe, il n'y a pas de bon chemin pour qui ne sait pas vers où il va aller. Et c'est très important parce que c'est déjà ce qui va permettre de mobiliser les processus d'anticipation. Et à ce moment-là, à l'intérieur, il n'y a plus besoin de l'intention, car là, je peux faire appel à nouveau à Bernheim et son concept d'idéodynamisme, qui fait que quand l'intention est claire, il n'y a plus besoin de l'intention pour que le corps réalise l'action. Et les effets ne sont pas des effets limités, c'est des effets relationnels sur la personne en interaction avec la thérapeute, mais aussi avec son ombre vivant. Et les techniques, de mon point de vue, les techniques hypnotiques vont être les outils au service des thérapeutes pour permettre et faciliter, c'est-à-dire en fait, lever les obstacles et non pas vouloir agir sur lever les obstacles à ce processus naturel qui est que nous avons tous. L'expérience, on l'appelle transe, on l'appelle extase, on l'appelle processus de conscience modifié, qui est que c'est notre manière de vivre et de nous connecter à notre intégrité, c'est-à-dire d'aller chercher la vie qui est en nous. Je ne sais pas, mais ce que tu viens de dire, pour moi, c'est fondamental. Hein. C'est ça qui n'est pas en place aujourd'hui, dans le cadre de la compréhension de ce que c'est qu'hypnose. Oui. Tu mets le focus sur ce qui est fondamental dans le travail en hypnose. C'était hyper clair ce que tu as dit. J'incite les gens à l'écouter et à le réécouter. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Hein. C'est ça qui n'est pas en place, qui n'est pas compris. Mais justement, sur cette question, Julien, je m'adresse à toi, puisque tu citais tout à l'heure, et on parlait il n'y a pas d'intention dans l'hypnose. Est-ce que, oui, c'est ce que disait Roustan. C'est l'absence d'intention. Oui. Est-ce qu'on doit comprendre ça comme, à travers ce que vous dites, enfin en tout cas c'est une façon qui me vient, je pose la question, est-ce qu'on doit le comprendre en fait comme il y a une intention, enfin il y a une intention partagée à l'intérieur de laquelle il n'y a pas d'intention, c'est-à-dire il n'y a pas une attente sur... Moi, j'ai juste un petit mot. La vision de Roustan, c'est de dire que quand on est dans une logique, on va utiliser des moyens en vue d'une fin, on a une intention, utiliser des moyens en vue d'une fin. Tandis que c'est l'inverse, c'est la fin qui est première et ensuite
comme vient de décrire Eric, important. les moyens sont secondaires pour lever les obstacles. C'est ce qui vient de... Tu l'as dit très très bien. En Et fait, donc Rousseau là-dessus, il pense la même chose, mais c'est le vocabulaire qui est différent. Donc il fait croire qu'il y a une différence de point de vue par rapport à cette question-là. Or, le point de vue que vient de décrire Eric avec précision, c'est que ce qui est premier, c'est justement cette forme qu'il va prendre, hein, qui est la fa, et dans laquelle il y a un mouvement qui va se mettre en place, qui est partagé par le thérapeute. en fait, si je rebondis sur ce que tu dis, Julien, c'est la question de l'intention. C'est-à-dire qu'en fait, l'intention est une intention de rencontre. C'est ça. Or, cette intention de rencontre ne peut s'exprimer que si elle cesse d'être une intention cognitive de vouloir sur ou de vouloir pour l'autre. Donc, de mon point de vue, comme j'entends, quand Roustan dit sans intention, c'est sans intention cognitive. Parce qu'à ce moment-là, l'acte n'est plus un acte qui va se jouer ensemble. Or, pour que la transe de réassociation vienne, ça veut dire qu'il y a de l'autre côté une transe d'accueil inconditionnel chez les thérapeutes. Donc on a une expérience de transe partagée. C'est-à-dire que l'action va être l'action, l'intention elle va s'exprimer à travers l'action de manière habitée et corporelle, et que ça n'est plus une transe cognitive. Et c'est parce qu'il y a cette association qui amène à cette expérience d'unité qu'à ce moment-là va pouvoir se faire la désassociation sous forme de diffusion, et là, chacun le thérapeute d'un côté, le patient de l'autre, va activer le processus d'autonomie, c'est-à-dire la singularité dans le lien à l'autre. Juste une petite... Est-ce que deux choses, si vous me permettez, est-ce que c'est à rapprocher, justement, quand on parle d'intention, pas d'intention, on a bien compris ce que vous vouliez dire, c'est à rapprocher de l'idée du non-savoir, mais dans le savoir. Oui, c'est ça. En fait, il y a une intention, mais elle n'est pas dans une intention, par exemple, je sais pas, de résultat, où on est plutôt... ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est à rapprocher Alors, je rebondis, de ça? si tu permets. Oui. Après, peut-être. Et en fait, l'autre chose que je voulais dire, en fait, c'est pas pour vous, Eric et Julien, mais c'est juste, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, et je m'adresse à toutes les personnes qui sont derrière la caméra. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le partager sur le chat, sur votre écran. Et puis, si on peut prendre tout à l'heure quelques questions qu'on relayera, on le fera avec plaisir. Voilà, merci. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis. L'intérêt de la langue française, c'est qu'on a deux mots différents, savoir et connaissance. Mais si on fait le savoir intellectuel, le savoir qu'on enregistre, le savoir académique, et si on utilise la connaissance comme la connaissance expérientielle, et bien le savoir dans le non-savoir, c'est-à-dire que c'est de laisser à distance le savoir académique pour être dans la connaissance de l'expérience, tout en sachant que les deux tissent des liens et s'enrichissent réciproquement. Et je dirais, je vais le sortir, on dit science sans conscience est ruine de l'âme, j'ajouterais le savoir sans la connaissance c'est la ruine de l'esprit. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on laisse entendre que le savoir fait la connaissance. Et ça, toute mon expérience de vie hurle à ce moment-là que ça, c'est absolument pas OK. C'est le savoir de l'entre-soi. Et c'est aussi le savoir réduit à la technique. Et c'est le savoir réduit à la technique. Qui est la vision dominante du savoir aujourd'hui, et qui est un savoir qui a mis de côté tout ce qui est du domaine du sensible, Voilà. du sens, de la vie affective, et qui n'a plus de sens. Et c'est très important, parce que ça veut dire, comme Julien, ce qui t'a amené vers la thérapie narrative, à partir de l'hypnose, ce qui m'a amené à développer la thérapie du lien et des mondes relationnels, c'est que nous savons que la construction du sens
se fait à partir de la relation humaine, c'est-à-dire à partir de l'affect. Et que c'est l'affect qui permet de trianguler entre les perceptions du monde et les constructions intellectuelles, imagées du monde. C'est exactement ça. Mais c'est intéressant d'ailleurs, parce que en fait, je veux dire, Ouais. c'est la même, enfin, ça prend ça prend la même racine. C'est-à-dire, quand ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est le sens sur le plan sensoriel et perceptif. Le sens, c'est la direction à donner. Voilà. Et le sens, c'est, je veux dire, la compréhension. Oui. En fait, Tout ça est lié. Mais c'est la dimension de la connaissance, tout est lié. Et c'est très important parce que, regardons ce qui se passe aujourd'hui. Si je suis en lien avec quelqu'un de proche, mon voisin, que je suis touché par ce qu'il vit, qu'il est touché par ce que je vis, tant que nous sommes touchés, j'aurais aucune intention d'aller le détruire, d'aller le tuer. Mais si je n'ai qu'une représentation de lui, que je suis dans un vécu d'indifférence, qu'en fait ça n'est qu'une représentation, quand je vais être dans l'intention d'aller le détruire, d'aller le tuer, qu'est-ce que je fais? C'est que je tue à travers lui la représentation que j'ai. Et qui est une représentation comme l'autre étant l'expression de l'être abusé, à abattre, à détruire. Et donc, c'est pas d'être dans la représentation, là encore, de l'affect, c'est de le vivre de manière partagée et d'être touché et de toucher. Et nous savons bien comment c'est aussi essentiel, tant en télémère qu'en narrative, ces expériences de témoignages qui ne sont pas des interprétations sûres, des commentaires, mais qui sont, quand j'entends ton expérience de vie, elle vient entrer en résonance avec mon expérience de vie et je peux témoigner de ce que nos expériences de vie nous enrichissent réciproquement et enrichissent l'histoire de l'humanité depuis qu'elle est sur Terre. Et pour moi, c'est ça la base de l'expérience de sécurité interne. Exact. C'est d'avoir cet enrichissement à partir de la relation. Si cette expérience n'est pas là, c'est que tu es prisonnier des mondes de la représentation, tu vois, l'indifférence à l'autre, tout ce que tu as décrit. À partir de ce moment-là, la relation vivante n'est pas là. Tu vois, tu peux rentrer en relation avec l'autre, ton intention, tu vas être assez rapidement dans des rapports de rivalité, des rapports de moi contre l'autre, moi sans l'autre. Et à partir de ce moment-là, tu as beau détruire l'autre, tu n'as jamais de valeur. Il faut toujours en faire plus. Oui. Tandis que l'expérience de la relation telle que tu viens de le décrire, c'est une expérience dans laquelle ta propre vie est enrichie par le partage dans la relation avec l'autre. Et c'est ça qui fait qu'en retour, tu as de la valeur. Et ça, pour moi, c'est vraiment très en rapport avec l'éthique. Parce que cette expérience d'avoir de la valeur, c'est ça qui est la base du monde des valeurs. Si tu n'as pas cette expérience-là, tu restes dans une expérience technique, proprement dit, dans lequel il y a des choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais on n'est pas dans le monde des valeurs. Et toute la dimension de l'éthique passe au début par cette expérience d'avoir de la valeur dans la relation à l'autre, telle que tu l'as décrit tout de suite. C'est vraiment ça un truc qui est pour moi vraiment très très important et qui malheureusement n'est pas... Parce que la relation dans notre monde est souvent perçue comme relation égale asservissement, relation égale pouvoir, relation égale maltraitance, alors que la relation, c'est le lieu de la vie quand il y a un partage intentionnel. Et c'est à partir de ça que chacun peut avoir sa vie qui est enrichie. Et je vais rebondir que cette relation qui est le lieu de la vie dans tous les cas, oui, l'être humain peut lui donner une forme de maltraitance, d'abus, de manipulation, sauf qu'on oublie que c'est à ce moment-là une intentionnalité qui ne s'exprime que en mettant l'autre à la place d'un objet à manipuler. Il faut d'abord réduire l'autre à un objet. Et il faut réduire l'autre à un objet. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que, justement, l'hypnose ou les demandes qui sont faites d'hypnose, parfois, sont pour ça un vrai laboratoire, dans le sens où la personne peut arriver en disant
faites sur moi de l'hypnose, enfin faites l'hypnose telle que je me la représente ou telle qu'elle est véhiculée aussi, et qui est certainement dans ces cas-là peut-être un bon moyen aussi de ne pas rentrer en relation. On est d'accord. Oui. Bien, si on observe l'œuvre d'Erickson, pourquoi on a appelé à la fin son œuvre Milton Thérapie et qu'on a quitté hypnose? C'est parce qu'on oublie que l'hypnose, pour lui, était au service de son travail de psychiatre, psychothérapeute. C'est pas le psychiatre psychothérapeute qui était au service de l'hypnose. Et je vais rebondir sur ce que disait Gregory Bateson, parce que ça me semble fondamental. La pratique de l'hypnose n'est pas d'utiliser des techniques pour moi, mais d'abord de faciliter la capacité du thérapeute, comme ressource de la thérapeute, des thérapeutes, de faciliter la capacité à entrer dans le monde, le système relationnel du patient. Et c'est très important parce que c'est pas rentrer n'importe comment. C'est de rentrer justement dans une expérience de transe d'observation. Une partie de moi observe pendant qu'une partie d'autre partage. C'est pas j'y vais pleinement. Mais ça veut dire tout simplement, et c'est d'amener la personne à être dans cette expérience qui va permettre de traverser ensemble les choses difficiles. Et de renouer et de remettre, parce que c'est ça l'important, c'est de remettre en place un universel dont nous avons tous besoin, qui est la confiance dans la relation humaine, 1 comme soutenante, 2 comme support d'apprentissage et 3 comme base de la reconnaissance qui me construit. Ça me fait penser ce que tu dis à ce mot facilitation qu'utilisait Jean Godin. Oui. Il disait on devrait mettre de côté la notion d'induction, d'hypnose, tout ça, pour faire revenir cette notion de facilitation, qui était justement de faciliter ce processus dans lequel tu peux rentrer dans le monde relationnel de l'autre, en étant en même temps avec lui et en même temps en étant en rapport avec la sécurité. C'est vraiment au centre du travail de Jean Godin, ce que tu viens de décrire. Oui. À la fois une expérience et à la fois une expérience de découverte, une expérience de soutien et un modèle d'apprentissage. Car à ce moment-là, je peux faire l'expérience que de retrouver ce qui est fondamental. C'est que l'expérience première de transe, on l'appelle de modification de l'état de conscience, chez tous les êtres humains, et peut-être chez aussi la plupart des êtres vivants, a comme fonction de tisser l'expérience d'unité qui fait que nous savons que nous sommes une personne et pas de multiples personnes. C'est, tu vois, cette notion d'expérience d'unité, tisser l'expérience d'unité et de singularité que tu viens de décrire. Et on voit bien, en lien avec la psychopathologie, aujourd'hui, où tu as toutes ces personnalités qui sont éclatées, qui ne savent pas, avec ces identités multiples complètement éclatées, qui ont joué un rôle à un moment donné avec les personnalités multiples, etc., les troubles identitaires au niveau des dissociatifs, les gens qui sont pris là-dedans, c'est cette expérience d'unité qui n'est pas en place, et de singularité qui n'est pas en place. Et ce que tu as montré avant, c'est que comment peut-on, ce qui est intéressant à travers l'hypnose et la description que tu as fait, c'est comment peut-on rétablir cette expérience d'unité. Bien sûr. C'est ça le fond de la question. Oui. Et comment on peut rétablir cette dimension d'unité de telle manière que émerge la singularité du sujet dans le lien à l'autre. Là où ça a été dissocié, désagrégé, atomisé par les expériences de vie, de maltraitance, de dépression, d'indifférence, de négligence, etc. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et puis je pensais à... Tu as dit 3 choses. Tu sais, il y a l'expérience de soutien. Donc, c'est vraiment travailler sur ça. Déjà, si on pouvait réfléchir, travailler sur le processus d'apprentissage. Toi, et puis ensuite, le processus de reconnaissance de la singularité. C'est pas un gros paquet. C'est qu'à chaque fois,
on va travailler quelque chose de spécifique au sein même de ce processus pour créer l'unité. Donc, si je reprends, je t'écoute, tout à l'heure, cette notion de soutien de départ, qui est au départ, qui est l'expérience de base du soutien à mère-enfant, qu'on retrouve dans cette expérience d'unité. S'il n'y a pas ce soutien, il n'y a pas l'unité. Et deux, ensuite, il y a cette expérience d'apprentissage, qui est pour moi l'expérience, le désir que l'autre progresse, puisqu'il y a un apprentissage, et que lorsque l'autre est en échec, il n'est pas rejeté. C'est-à-dire, malgré l'échec, la personne n'est pas abandonnée. Elle est toujours perçue comme pouvant rentrer dans une expérience de rencontre qui va enrichir la personne qui est avec lui. Et ensuite, cette notion de reconnaissance, qui est cette perception que la différence de l'autre, ce qu'amène l'autre dans sa créativité et sa différence, va enrichir la vie de l'autre. Et en retour, la personne se trouve en sécurité dans cette expérience. Donc ces trois aspects que tu viens de décrire, ça me paraît en lien avec ce processus d'unité, ce qui est au centre de ce qu'on appelle l'hypnose, quand on y pense l'hypnose en termes de processus, et non pas en termes d'état ou en termes de suggestion. Tout à fait. Et je rebondis sur ce que tu dis, Julien. Pour aller un peu plus loin encore, c'est que toutes nos constructions en tant qu'être humain, qui vont se structurer entre notre communauté d'appartenance, construire notre représentation de l'intime, et les constructions sociales. Toute notre construction influence en retour notre manière de vivre. Je suis d'accord, oui. Et on oublie que ce sont des constructions. Et qu'on a tendance à faire de nos constructions des vérités seules et uniques, en oubliant que ce sont des constructions et qu'elles ont des effets relationnels. Et c'est comment dirais-je, et c'est quelque chose qui a irrigué, en tout cas si je prends juste la France, l'histoire de l'hypnose, car d'une manière extrêmement curieuse, quand on prend le lien hypnose et liberté, depuis la première nomination de l'hypnose qu'est le magnétisme animal au moment de avant la Révolution française, c'est qu'on observe qu'elle va créer socialement un espace de respiration et de liberté pour, dans un deuxième temps, être disqualifiée comme si de créer un espace de liberté avait quelque chose de révolutionnaire. On est d'accord. Et on a la même chose au passage du 19e au 20e siècle. On va avoir la même chose avec les deux guerres. Et évidemment, si je fais référence à Ferenczi, il va aller sur le front en 14 et il va se rendre compte que pour traiter les traumatismes de guerre, il faut encore l'hypnose. Et il va l'amener à développer la thérapie active. Et une fois les deux guerres passées, l'hypnose va repasser dans une à la trappe, enfin, rester confidentielle, pour ressurgir dans les années 80 au passage de l'an 2000. Et on voit bien aujourd'hui, dans la situation de crise majeure dans laquelle on est, que là encore, la question centrale, c'est, et pas que l'hypnose, c'est la question de l'hypnose et des psychothérapies. C'est-à-dire comme si il y a la question de la création de l'espace de liberté, parce que c'est dans cet espace de liberté que peut se créer un espace de dialogue et de rencontre. Si je comprends bien, dans ce que tu es en train de dire, ça veut dire quoi? Vous en pensez que c'est l'hypnose et ses pratiques et peut-être la psychothérapie de manière plus générale, comme tu le disais, elle a encore de bel avenir, un bel avenir devant elle. On pourrait dire que l'hypnose se développe dans des périodes de crise. Oui. Tu vois, donc on commence à s'intéresser à l'hypnose parce que dans la période de crise où il y a du chaos, etc., ce que on disait au tout début de la conversation, c'est-à-dire que la capacité du sujet à rester libre est liée à la transe. Oui. Et dans les crises. Et donc, à ce moment-là, va revenir la question de l'hypnose. Okay. Mais quand on a l'impression que ça fonctionne, on n'en a plus besoin. Et l'hypnose là, va se transformer en suggestion, en comportement qui sera adapté, etc. Jusqu'à la prochaine crise. Okay. Mais ces moments de la crise, c'est les moments où on se rend compte que la transe est un lieu dans lequel la liberté est sauvegardée, préservée. Si le sens est préservé.
Là, c'est comme si c'est quoi? C'est une forme de baromètre de comment va la société, en fait. Ouais, je rebondirai sur ce que vient de dire Julien. Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que j'en avais parlé sur mon intervention sur le trauma dans la revue faite par la revue. Ouais. C'est le rédacteur en chef. Il y a quand même une pratique structurée que les êtres humains, comment dirais-je, ils ont développé des trésors d'énergie, que c'est une monstruosité absolue, et qui s'appelle la torture. Et qu'est-ce que c'est le tortionnaire? C'est qu'il ne faut surtout pas qu'il laisse la personne torturée partir en transe. On est bien d'accord. Parce que si la personne part en transe, elle se déconnecte de l'expérience présente et elle échappe. Et donc, tout est fait, bien sûr, pour que la personne ne meure pas, mais surtout qu'elle ne puisse pas s'échapper dans le vécu de transe. Et s'il y a bien un signe qui montre que c'est dans cette expérience et qu'on a nous avons la capacité à nous dissocier, c'est cette capacité à nous dissocier, de nous déconnecter du réel, c'est pour emmener ce que nous vivons dans un monde traumatique et hostile, notre capacité à conserver justement cette expérience de vie et cette expérience de liberté. Et d'ailleurs, quand elle est plus présente chez les gens, quand la désactivation est telle que même l'expérience de transe n'est plus possible, à ce moment-là, c'est extrêmement problématique. Et bien souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est des gens qui vont mettre fin à leur vie. Parce que plus rien ne les tient. C'est très juste. Ça serait intéressant de retravailler sur l'impossibilité ou l'incapacité du sujet à réutiliser les processus de transe et les passages à l'acte suicidaire. Oui. Et d'ailleurs, si on rebondit là-dessus, Charcot, qui avait bien perçu la dimension relationnelle de l'hypnose, mais évidemment, comme dans son service, les femmes qui étaient hospitalisées à côté des épileptiques étaient ou des femmes qui étaient en opposition, ou dans la misère, ou traumatisées, il en était arrivé à dire, l'hypnose, il n'y a que les gens qui ont une pathologie qui rentrent en Qu'est-ce qu'ils sont là-dedans? C'est des relations pathologiques. Mais sans se rendre compte qu'en fait, c'était leur manière, dans cet univers asilaire, de conserver non seulement un espace de liberté, mais aussi la reconnaissance du maître. Les deux. Les deux. Ça leur permettait d'être en relation avec elles-mêmes, en ce qui restait dans ce monde où elles n'avaient pas de place, et en reconnaissance avec le maître qui, lui, était représenté le summum de la société en termes de savoir et de culture. On voit bien. Je voulais juste revenir, si vous voulez, pardon, je reviens un petit peu en arrière, mais je trouvais intéressant de pouvoir préciser une chose. Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé, tous les deux, vous savez, justement de cette position, c'est-à-dire à la fois, j'ai entendu, Eric, tu parlais à un pied dedans, Oui. un pied dehors, et que c'est certainement ce que nous... c'est peut-être dans cette direction-là, justement, qu'il s'agit de travailler et d'amener la personne avec qui on va travailler à pouvoir faire l'expérience de cette position-là. Alors, c'est intéressant parce que je fais le lien, aussi avec vos pratiques et ce qu'elles ont aussi de commun. Vous parliez tout à l'heure, vous voyez, depuis tout à l'heure, on parle, je veux dire, l'hypnose, enfin, la pratique d'une hypnose est, si j'ai bien entendu, indissociable, je vais dire, de l'autre et de la présence, et que ça passe aussi par être, j'ai entendu, c'est être touché. Il faut être touché au niveau... Il faut être touché. Donc, ça veut dire que ça, si j'entends bien, adopter cette position et amener pour permettre justement aller vers ce degré de liberté dont on a beaucoup parlé au début et puis à plusieurs reprises, c'est aller vers ça va vous parler, mais ça veut dire, parce que Julien tout à l'heure tu disais, mais comment arriver à ça?
je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous les notions dans la pratique de la thérapie, et y compris de l'hypnose, qui passe par externalisation, triangulation, Oui, ça, tout à fait. et que je pense que ça vous parle. Oui, oui, il y a plusieurs choses qui me parlent. Oui, Il y a ça, Vas-y. l'histoire de l'externalisation, enfin le travail avec la triangulation et l'externalisation, et aussi ce que Eric a dit tout à l'heure sur le témoignage. oui. C'est-à-dire qu'on est dans une position de témoin en tant que thérapeute. Le thérapeute est un témoin et on ne pense pas à la place de l'autre. C'est-à-dire cette position de témoignage, d'être touché et d'être position décentrée. Et cette notion de triangulation pour aider ou d'externalisation. Donc tout ça, ça va ensemble. Et ça, c'est l'idée c'est comment on peut pratiquement intervenir dans un contexte, dans des situations bloquées pour amener à modifier la perception du sujet avec lequel nous travaillons. Je rebondis sur ce que tu dis, Julien. Ce qui légitimise la pratique de l'hypnose et l'utilisation des phénomènes hypnotiques de mon point de vue est l'acceptation inconditionnelle pour les thérapeutes d'être touchés par l'expérience de vie de la personne qu'ils ont en face d'eux. Mais pas toucher n'importe comment. C'est toucher d'une manière telle que les thérapeutes puissent accueillir ces effets et pas ou être dans une indifférence et une désactivation ou d'être touché dans un débordement. Et à ce moment-là, de faire corps dans la dissonance. Donc ça, c'est pas travaillable. Ça, va Ça, aider c'est la pas personne. travail. Ça peut même retraumatiser la personne. Voilà. Et ça peut même l'enfermer, la retraumatiser. Donc c'est ce qui faisait dire à Erickson ou à un autre hypnothérapeute qui s'appelait Joe Barber que eux, ils n'étaient pas dans l'expérience d'hypnose. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans la transe d'observation. Cette transe d'observation, elle est plus, si on prend le langage des ethnologues, plus dans la vision d'une transe extatique que de la transe hypnotique, comme on le dit. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, il y a une partie de moi qui va observer, et une partie de moi qui va partager l'expérience avec l'autre. Mais ce qui est important, c'est que si j'emmène le patient dans la même position, c'est-à-dire que je vais lui permettre et l'aider à traverser des choses difficiles sans être débordé émotionnellement, c'est-à-dire sans que les effets émotionnels et l'intensité émotionnelle destructrice débordent la personne. Et donc, tout ça ne peut se faire que dans un travail d'ajustement, de rencontre et de validation de ce que la personne est prête à recevoir. Et la personne passante et le thérapeute. Et c'est pour ça que dans un premier temps, c'est plus de transe dans le présent, d'hypnose dans le présent, de transe dans le présent, qui va sécuriser, puisque le risque, dès que les gens ont des vécus traumatiques, c'est qu'ils partent tout seuls dans une transe traumatique sur des événements du passé. Et ça n'a aucun effet thérapeutique. Mais ce que tu décris bien, c'est que cette hypnose du présent, c'est l'hypnose du présent parce que la relation est construite. Voilà, et parce qu'elle permet que la relation se densifie. Voilà. C'est à partir du moment où la relation va se densifier, relation de confiance, qu'à ce moment-là, on va passer sur la phase de l'hypnose plus classique, c'est-à-dire où la personne va pouvoir aller dans la transe de rassociation et faire l'expérience d'une idée. Je vais même aller plus loin. C'est que je dirais aujourd'hui que la personne va à ce moment-là entrer dans la profondeur de la transe, je préfère dire dans l'intensité d'absorption dans la transe, qui va lui permettre d'aller joindre ce point-là où l'expérience d'intégrité, d'unité va pouvoir se déployer dans l'ensemble de son expérience corporelle et même au-delà. Et c'est ça qu'Erickson cherchait dans ce qu'il appelait la profondeur de la transe. Exactement. C'est pas de faire de la profondeur pour la profondeur, ça c'est... C'est ça qui Voilà. était derrière. C'est ça, évidemment. Et que l'objet permet
les personnes ou personnes dans le soutien avec les thérapeutes de retrouver cette expérience d'intégrité. Et c'est pas gagné. Et parfois, il faut du temps, énormément de temps avant d'arriver là. Dans ce que j'entends, c'est que là, dans ce que vous venez de dire tous les deux et partager, je trouve que ça fait vraiment, c'est un socle commun aux différentes approches que vous pratiquez, que vous enseignez, que ce soit à la TLMR, que ce soit à la narrative. Ça fait vraiment très bien le pont, hein, quand vous parliez d'hypnose du présent ou au présent. Enfin, ça s'invite dans vos pratiques. Hein. Oui, oui. Ouais. Moi, je dirais, juste pour dire que les thérapies brèves sont des conversations hypnotiques. Hein. Si on ne travaille pas avec de l'hypnose de thérapie brève, on travaille dans des représentations mentales et puis avec une raison, comme on dit, complètement opératoire, et on est à côté de la plaque. Hein. On reste tout seul. Hein. Oui. Et quand je dis conversation hypnotique, ça veut dire conversation où on va utiliser les phénomènes hypnotiques pour créer cet espace-temps de rencontre dans lequel va se déployer un dialogue qui va toucher et le thérapeute et les deux gens, que le patient soit une personne, un couple, une famille. C'est créer ce nouvel espace-temps, là, comme tu dis. C'est ça qui est fondamental. Et j'aimerais appuyer là-dessus, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est bien la difficulté. C'est-à-dire que, et pour moi, c'est quelque chose de vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, on pense que l'être ensemble va pouvoir se faire par la contention. Or, la contention n'amène jamais à l'être ensemble. C'est la contenance qui amène à l'être ensemble. Et la contenance, c'est une posture d'enveloppement. C'est des valeurs d'enveloppement. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental, parce que si je prends l'exemple, par exemple, d'un groupe, ou d'un couple, ou d'une famille, la contenance va venir sur la manière dont les liens vont se déployer et construire une enveloppe qui est à la fois virtuelle, et pourtant dont les effets sont bien réels, qui va être une enveloppe sécure, qui va accepter et accueillir à la fois la singularité et à la fois de chacun des membres, et à la fois l'appartenance à l'ensemble, et qui va permettre que le sens, les valeurs partagées, communes, émergent. Or, on ne peut pas arriver à ça par la pression sur l'extérieur, parce que ça veut dire qu'on va non plus partager les liens et leur donner une forme commune, on va imposer une forme aux liens. Sauf que c'est la représentation qu'on va imposer, la forme qu'on va imposer au lien qui va diriger, et ça ne sera jamais le lien. C'est le drame de toute notre vie moderne au niveau politique, où on veut contraindre voilà, et non plus co-construire des liens, voilà, dans lesquels la singularité est là, et se réjouir de cet espace relationnel et communautaire. C'est intéressant, si je peux me permettre, je reviens un instant sur la question de l'enveloppe. J'ai le sentiment que parfois, il y a une confusion entre, quand on dit dans la pratique, c'est-à-dire mettre en place ou construire une enveloppe, une bulle, on parle de bulle hypnotique, par exemple, et qu'il y a une confusion parfois entre construire la bulle hypnotique, et ça se résumerait à, et je vais m'expliquer, à engager la relation à l'autre, la relation humaine. Alors qu'on voit bien, à travers ce que vous dites, c'est que il y a un préalable qui serait de construire cette enveloppe. Oui. Et d'ailleurs, parfois, peut-être dans les situations traumatiques les plus difficiles, justement de s'occuper d'abord de ça avant de s'occuper ou avant d'aller chercher à rentrer trop vite en relation avec l'autre, qui peut justement être une expérience parfois délétère. Évidemment, dans sa singularité, voilà. son autonomie, il faut d'abord travailler cet espace de protection d'enveloppe avant de travailler la question de l'autonomie. Et oui, c'est toute la difficulté, c'est comment arriver à construire un être ensemble, à nous,
dans lequel chacun peut exister, avec une personne dont l'histoire de vie signe que ce nous est source de maltraitance. Exactement. C'est ça le fond de la question. Et c'est tout l'intérêt du travail sur l'intentionnalité. Ben oui, Parce que tant qu'on reste sur l'action, il y a une confusion entre ces expériences de maltraitance et la manière dont la personne va percevoir l'enveloppe comme quelque chose qui va l'enfermer comme une prison. Et non pas comme quelque chose qui peut, quelque part, lui permettre d'avoir accès à sa singularité. tout à fait. Et ça, c'est un des points qui est pour moi majeur dans la question de l'hypnose, qui est la question de l'accordage, puisqu'on parlait tout à l'heure puisque cette notion d'intentionnalité, elle est en résonance avec les processus d'accordage. Oui. Hein, c'est quand l'accordage est là et peut se remettre en place, il est vivant, que cette intentionnalité partagée peut exister. Tant que l'accordage n'est pas là, c'est pas possible. Et donc cet intérêt, tu vois, pour l'accordage en hypnose est vraiment très intéressant, pas simplement d'un point de vue technique, comme on dit, mais comme en lien avec le processus qui va permettre de différencier le monde de la maltraitance du monde dans lequel la relation humaine va pouvoir se construire. Alors, comme le temps passe très très vite, et si vous voulez bien, dans le petit quart d'heure qui nous reste, il y a quelques questions qui sont fort intéressantes. Hein. J'aimerais vous les relayer, et puis ça va permettre de continuer l'échange. Hein. Il y a une question qui est posée, qui dit, tout à l'heure, il y a une personne qui dit, si j'ai bien entendu, j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'il s'agit de tendre vers l'unité et la liberté. Alors, et la question qui est posée, c'est alors finalement, pourquoi parle-t-on, dans certains cas, de transe négative ou d'hypnose négative, en fait? Intéressant de pouvoir peut-être leur préciser pour ceux qui ne connaissent pas. Pour moi, on n'a pas le terme de transe négative dans le fait où je suis focalisé, obsédé par quelque chose dans lequel je suis coincé. On va dire, si l'autre me maltraite, je vais être fasciné par, quelque part, cet espace de maltraitance dans lequel... Et je vais être coincé dedans. Mais c'est penser que sur le versant où je suis pris dans cette expérience, on pourrait dire, dans laquelle je me dissocie, mais sans penser la dimension de la... C'est pour ça que c'est une ambiguïté, du côté de la transe qui est en rapport avec la liberté, la sauvegarde de la liberté. C'est penser juste entre la jonction, entre là où il y a les effets des processus traumatiques et le sujet, et non pas sur le processus de liberté du sujet, parce que le sujet, par rapport à tous les effets des traumas, il y a toujours la capacité du sujet de prendre position et de dire non. Et si ça c'est possible, c'est grâce à la transe. Sinon, on serait totalement avalé dans le trauma. Mais c'est se fixer sur ce point-là d'intersection par rapport aux effets, au lieu de percevoir le processus global de la transe. Pour moi, c'est une erreur de parler de transe négative, même si ça aide certaines personnes à se dire c'est une hypnose négative et tous ces mots-là. En fait, c'est pas quand on parle de transe négative, je rejoins ce que tu dis, Julien, et c'est un raccourci. C'est-à-dire que c'est les effets de l'expérience de transe qui sont négatifs. Et en quoi ils sont négatifs? C'est qu'en fait, je ne peux pas associer en un tout ma propre singularité, enfin, je veux dire, mon expérience de vie dans ce que je suis au plus vivant, avec ma capacité à m'adapter à mon environnement et surtout au monde des humains. Et donc, à ce moment-là, je suis pris entre deux expériences qui me piègent dans la permanence de la dissonance. Et que cette dissonance que je vais vivre de manière négative va amplifier comme réponse, comme tentative de solution, si on parle comme ça, de vivre dans un vécu de transe, or déconnecté du réel. Et évidemment, ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais le vivre d'une manière extrêmement anxiogène, d'une manière désespérante, dans l'impuissance, et là, ça va avoir les effets négatifs. Et dans un scénario de seul au monde, à l'arrêt. C'est ça le truc. Et on emploie souvent cette notion de transe négative dans des scénarios de seul au monde, où tu vas dire, tu as des ruminations et tu t'auto-hypnotises négativement. Tu vas dire, je suis nul, je ne vaux rien, etc. Donc c'est une manière de parler, mais ça n'est pas évidemment une vision globale de ce qu'est la transe.
C'est sur des effets particuliers de la transe quand on est dans des contextes dans lesquels on reste dissocié et on n'arrive pas justement à se reconnecter à ce qui fait sens dans la liberté, qui était préservée et qui nous permet de prendre position contre certains effets du trauma. D'ailleurs, si on rebondit dessus, dans nombre de cultures traditionnelles, les guérisseurs savent bien que cette transe qu'on dit transe négative doit être réintroduite comme une transe de réassociation dans l'appartenance non seulement avec la personne et l'appartenance à la communauté. Ouais. Le problème, ça pose vraiment problème quand ça ne peut pas être réintroduit sous forme de rituel dans la communauté. Et la personne reste seule au monde avec ce truc-là. Elle est coincée. Il y a une autre question. Alors, je vais vous la soumettre, mais alors qu'il est probable, de mon point de vue, que cette question, la réponse est inclue dans la question. C'est juste pour, vous allez voir, juste pour savoir si c'est en raccord avec l'échange qu'on a eu depuis un peu plus d'une heure. La question est la suivante, c'est que dans votre vision, la vision de l'hypnose telle que vous l'avez exposée, est-ce qu'elle est à rapprocher de ce que Henri Corbin, quand il parlait d'imaginal. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais... Je vois ce qu'il a écrit. Et c'est... après, c'est assez proche de... Alors, je commencerai avant par l'œuvre de Théodule Ribot et l'imagination créatrice. Oui, c'est ça. Et qu'on est sur l'imagination créatrice. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à partir du moment où les gens ont des histoires de vie fracassées, il y a un moment de la thérapie où il n'est pas possible d'occulter la question du sens de la vie. Ce qu'a très bien décrit quelqu'un comme Viktor Frankl, qui est un psychiatre qui a vécu les camps de concentration et qui dit il y a des problématiques, elles sont des problématiques existentielles, du question du sens de la vie, ce qu'ont développé aussi d'autres existentialistes comme Irving Yalom, par exemple. Et là, oui, ça veut dire que les trans sur le sens de la vie vont rejoindre l'imaginal tel que l'a décrit Henri Corbin à partir des œuvres soufistes. C'est ça. Et puis on pourrait lire Christian Jambet, qui est celui qui a repris le travail de Corbin et qui vient d'être élu à l'Académie française et qui est vraiment un penseur de très haut niveau, donc qu'on peut lire. Mais c'est une dimension d'imaginal, évidemment, c'est en lien avec l'imagination créative et non pas l'imagination reproductive du monde technique. Voilà. Ça, on peut dire ça. Ensuite, on peut travailler dans le détail. Bien sûr. C'est ça qu'il essaie de penser. Bon... On approche véritablement cette fois-ci de la fin d'ici quelques minutes de notre échange aujourd'hui. J'aurais pu vous poser la question de plein de manières différentes. La manière plus simple, je vous la pose à chacun, ce qui pourrait faire office de conclusion pour chacun, c'est qu'est-ce qui était important pour vous de partager et de transmettre aujourd'hui à travers cet échange ? En quelques mots. Oui, mais alors, pour faire simple, je dirais, c'est de bien différencier l'hypnose de ce que tout à l'heure on appelait la suggestion, mais aussi la manipulation, la fascination, à tous ceux. Et que l'hypnose est une expérience humaine en lien avec la liberté, fondamentalement. Okay. Et ça, donc c'est une modalité de la vie quand la vie est vivante. Et tout le monde s'en rend compte parce que quand vous vivez un bon moment, vous êtes en transe. Une œuvre d'art permet à chacun d'être en transe, c'est-à-dire ça déploie les possibilités du réel dans lequel il y a cette perception des intentions partagées qui va émerger et que tu parles d'émerveillement tout à l'heure, c'est ça. C'est ça qui est en lien avec la transe. Eric ? Alors je répondrai de la manière suivante. Je dirais entre la colère, le désespoir, l'indifférence, il y a l'espoir ou l'espérance, on l'appelle comme on veut. Et sur cette voie s'inscrit notre rencontre avec Julien et tous ces échanges depuis tant d'années qui nous amènent à avoir réfléchi et continuer à réfléchir. Toi, Julien, avoir l'enthousiasme de développer la voie narrative
de mon côté, l'enthousiasme de développer la thérapie du lien des mondes relationnels et ces rencontres. Parce que Michael White, comme Milton Erickson et plein d'autres thérapeutes conduits hors du commun avaient cette sensibilité aux fondamentaux de l'expérience humaine et parfois connectés au savoir des guérisseurs et qui savaient quelque part par leur expérience que cette dimension est d'amener la personne non pas au changement au sens des thérapies brèves, mais à oser prendre position dans sa vie et pour devenir acteur et auteur de son existence. Et que c'est une histoire de vie dans l'histoire de vie de l'humanité qui nous construit et non pas des identités figées. Et ça a été encore un moment de partage qui crée chez moi du plaisir et de l'enthousiasme. Julien, avec la traitance de Stéphane. Merci. Plusieurs étapes juste avant de terminer. La première chose, nous tenons à vous remercier vraiment très chaleureusement, Julien et Eric, pour nous avoir fait partager votre vision avec toute votre sincérité. Remercier toutes les personnes qui suivent les webinaires de manière fidèle. Et pour terminer, je voudrais juste, et je vous l'adresse à vous, Julien et Eric, en fait, il y a un message, et je vous le transmets, il est pour vous, qui dit, de l'une des personnes qui nous suit, et qui dit « Je suis convaincu que cet échange est une mise au point sur les pratiques hypnotiques et leur sens qui fera date. » Voilà. Merci à vous. Merci. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très bientôt. En Merci. espérant que ça vous aura enrichi, cet échange. Et à bientôt. Merci Julien. Merci à vous. Merci. Merci Eric. Merci Stéphane. Au revoir.